Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le prototypage de base avec le logiciel Figma. Alors, il faut bien avouer que Figma est un logiciel particulièrement intéressant et que contrairement à Adobe XD qui stocke la majeure partie de ses informations locales et ensuite effectue une synchronisation sur le cloud, la version Figma, lui, travaille directement sur le cloud. Donc c'est pour un travail partagé à plusieurs sur le même document, quelque chose qui est assez exceptionnel en termes de puissance. Donc j'ai décidé de faire ce tutoriel sur Figma et de parler notamment du prototypage de base. On va voir comment prototyper un bouton ou un menu ou n'importe quel élément de la manière qui soit la plus simple comme toujours, parce que j'essaye avec les tutoriels que je publie régulièrement sur ma chaîne d'avoir l'accès le plus simple possible aux manipulations de base qui vous permettront d'évoluer le plus rapidement possible. Alors on se retrouve directement sur Figma. Donc voilà ce que nous allons prototyper dans cette vidéo. Dans un premier exemple, un bouton qui est relativement simple, un bouton qui est avec un fond bleu clair, et lorsque l'on passe la souris sur le bouton, on a la couleur du bouton qui change. Donc on se retrouve tout de suite sur Figma pour réaliser cette manipulation. Alors lorsque l'on travaille sur Figma, la première des choses à faire, c'est d'avoir un frame. Alors un frame, c'est un cadre, c'est un support, c'est quelque chose qui est important et la tentation est grande de directement prendre les outils de Figma tel qu'un rectangle et de commencer à dessiner son interface sur l'interface de Figma, sur la partie espace de travail de Figma, mais ça ne marche pas comme ça. Les éléments doivent toujours appartenir à un frame. Alors ce frame là, lorsque l'on clique sur le deuxième icône en haut à gauche de l'écran, raccourci clavier F qui vous permet de passer en mode frame, on voit que tout de suite sur la droite de l'écran on a des tailles standards qui apparaissent. Alors l'idée c'est de rester évidemment dans des tailles standards, bien qu'il soit tout à fait possible de dessiner un frame à la main, je peux très bien dessiner un frame directement comme ceci. Mais l'idée c'est plutôt de partir d'un frame existant suivant la cible que l'on souhaite traiter. Donc imaginons que je souhaite effectuer un bouton à destination d'un ordinateur, donc je vais cliquer sur frame, donc sur le bouton frame, et ensuite je vais cliquer sur la taille de l'écran, par exemple desktop ou MacBook 14 pouces, je vais prendre un MacBook 14 pouces, et donc tout de suite on voit qu'il arrive ce frame. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de frame sur Figma? Tout simplement parce que si on ne passe pas par un frame, on n'a pas d'idée de la taille réelle de l'élément. Si je commence directement par exemple avec un rectangle, je dessine un rectangle comme ceci, avec un fond, etc. Je n'ai aucune idée de la réelle taille de ce bouton. Alors, évidemment, je pourrais aller voir ici la largeur et la hauteur, mais si je ne le fais pas, vous allez voir que si j'ai ce bouton et que je passe par contre par un frame d'un MacBook 14 pouces, ben vous voyez, mon bouton il est gigantesque. Donc c'est pour ça que c'est impératif, et c'est une très bonne idée d'ailleurs, que Figma nous propose de créer d'abord une surface de travail qui est une grandeur que l'on peut visualiser, et ensuite on peut travailler à l'intérieur de cette surface de travail. La deuxième raison pour laquelle il faut impérativement avoir un frame, c'est que lorsque nous allons prototyper notre bouton, à savoir lorsque nous allons déclencher ces animations, eh bien il faudra sélectionner un frame pour que cela fonctionne. Donc pensez bien à ceci, la première chose c'est définir votre frame, qui sera donc votre espace de travail. Alors on pourra toujours sur ce frame augmenter la hauteur, ça on n'aura aucun problème à le faire si votre page est très très grande. Par contre, on va veiller à ne pas toucher la largeur, parce qu'évidemment si on modifie la largeur, eh bien on n'est plus sur un MacBook Pro 14 pouces, on part sur un autre format qui ne sera pas le bon. Donc pensez bien, vous pouvez toujours augmenter la hauteur de votre frame, mais ne touchez pas la largeur de votre frame. Je peux avoir un frame 14 pouces, je peux avoir à côté un frame mobile, par exemple d'un téléphone, un iPhone 14 Plus. Voilà, ça c'est des frames qui sont par défaut, qui ont les bonnes tailles pour ces types de supports de visualisation. Donc, une fois que j'ai sélectionné la taille, alors je peux zoomer toujours sur le PC avec CTRL, la roulette de la souris, Ça c'est voilà, un petit raccourci pour aller plus vite.
Et ensuite, je vais pouvoir commencer à dessiner mon bouton. Alors, un bouton, on va utiliser la méthode la plus simple pour réaliser un élément qui va servir d'élément que l'on pourra ensuite prototyper. Donc, je vais sélectionner le fond de mon bouton. Je vais ici donc créer un bouton à l'écran. Alors je peux m'aider des différentes valeurs que je vois ici, 221 pixels par 57 pixels, qui se retrouvent sur la droite de l'interface, 221 par 57. Attention, en informatique, il vaut toujours mieux avoir des nombres qui soient divisibles par 2, ou mieux divisibles par 8, mais on va plutôt prendre divisible par 2, donc là je ferai plutôt 220 par 60. Voilà, c'est toujours beaucoup mieux d'avoir des nombres pairs que des nombres impairs. C'est pour des problèmes de ratio d'affichage lorsque l'on zoome et l'on dézoome. Donc là j'ai créé un fond à mon bouton. Je vais, comme un petit peu dans l'exemple qu'on a vu, mettre un fond de couleur bleue comme ceci. Voilà. Si je veux arrondir mon bouton, eh bien j'ai les arrondis qui sont corner radius en anglais, qui se trouvent sur la droite en haut de l'écran. Donc je peux soit rentrer une valeur, soit scroller vers la droite pour créer mon bouton. Donc là je vais faire 28 pixels. Ensuite je vais créer par-dessus un texte. Donc là je vais mettre button. Voilà. Alors les textes, je vais mettre le texte sur le bouton, et tout de suite on voit qu'on a des règles d'affichage qui nous permettent de centrer les éléments. Donc je vais un petit peu zoomer. Je vais augmenter la taille de mon texte. Alors pour augmenter la taille, soit je double-clique dessus, ou je sélectionne l'outil texte, et là je double-clique pour sélectionner le texte, et ensuite je rentre ici par exemple 24 pixels pour la taille de mon bouton. Soit plus simple que ça, je sélectionne mon bouton, et l'outil de sélection a deux modes en fait, le mode mouvement, c'est-à-dire move, et le mode échelle, redimensionnement, scale. Les raccourcis clavier, vraiment à connaître, c'est V et K pour basculer entre les deux. Donc là, si je suis en mode mouvement, c'est le cas pour l'instant, et bien si je redimensionne une des poignées du cadre de sélection, on voit que ça ne touche pas du tout la taille de mon texte, puisque je suis en mode mouvement. Si je bascule avec la touche K en mode redimensionnement, là maintenant vous voyez que le curseur a changé, et maintenant je vais jouer sur la taille de mon bouton. Et vous voyez, comme je suis dans un frame, eh bien le bouton disparaît, le bouton est inclus dans le frame, il ne sortira jamais du frame. Donc là, je vais faire une taille comme ceci. Donc on peut toujours vérifier, une fois qu'on a fait des resize, d'avoir des unités qui soient propres. C'est-à-dire que 31.78 pixels n'est pas une unité propre, alors que 32, ça l'est. Et c'est qu'on voit comme ça un professionnel, en fait, avec les valeurs qu'il va entrer dans les différents outils de sélection. Alors, je vais passer ma police de caractère à Lato. Alors c'est toutes les polices Google qu'on trouve là-dessus, et d'ailleurs je peux vous donner une petite combine, c'est que voilà, donc là je suis en Lato, pour pouvoir bien choisir ma police, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site Google Font, de façon à la sélectionner, je note le nom de cette police, et ensuite je vais dans Figma et je vais retrouver la police dans le menu déroulant des polices de Figma, ici, puisqu'il inclut toutes les polices Google par défaut. Donc une fois que j'ai créé mon bouton, l'idée ça serait de pouvoir faire un bouton générique, c'est-à-dire un bouton où l'on puisse changer le texte, mais où l'on puisse garder par exemple le fond, les animations, etc. Donc pour faire ça, je vais vous montrer ce qui se passe si je travaille directement à partir d'un texte, on va dire statique. Ce qui va se passer, c'est que ce bouton-là, donc je vais en créer un composant. Un composant sur Figma, c'est un élément qui peut contenir des propriétés qui lui sont propres, mais aussi des événements, c'est-à-dire qu'il peut contenir en même temps des propriétés d'animation, par exemple. Donc pour passer d'un ensemble de layers sur la gauche, là où vous avez les layers, c'est-à-dire les calques, à un composant, il vous suffit de sélectionner les éléments, alors soit sur la fenêtre de travail ici, soit directement dans la fenêtre des calques. Vous sélectionnez les deux éléments, le fond, d'ailleurs que je vais appeler fond, et le texte, que je vais appeler texte. Vous sélectionnez les deux éléments et vous cliquez ici sur composant. Alors raccourci clavier CTRL ALT K, vous avez tous les raccourcis qui s'affichent. Donc qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est devenu un composant qui est appelé par défaut Component1, qu'on va appeler bouton principal. Donc, voilà.
Donc là, j'ai créé un composant. Alors, un composant, c'est quoi? Eh bien, en fait, un composant, c'est un élément pour lequel on va pouvoir ajouter des propriétés. Alors, une propriété, c'est quoi? Alors, on a plusieurs types de propriétés dans les composants. On a des propriétés, alors aujourd'hui, on va voir la première des propriétés qui est le variant, et dans d'autres vidéos, je vous parlerai des propriétés booléennes, de l'instance et du texte. Donc, le variant, c'est finalement un état différent du bouton qui sera activé suivant un certain événement. Par exemple, un bouton à l'état normal aura une couleur bleue, et ce même état, lorsqu'on va le survoler, aura une couleur noire, par exemple. Pour réaliser cette opération-là, eh bien, j'ai déjà créé le bouton dans sa forme principale, c'est-à-dire dans son état standard. Je vais lui rajouter un variant, et vous allez voir que lorsque j'ajoute un variant à un composant, tout de suite j'ai un cadre pointillé qui apparaît autour de l'élément, avec inscrit un variant et un bouton plus qui va me permettre d'ajouter un autre variant. Donc je vais devoir, maintenant que j'ai créé mon état de base dans mon composant initial, je vais ajouter un variant, et en cliquant sur la flèche, Figma va me créer un deuxième état. Alors attention, c'est des états, hein, c'est des états de boutons. Un deuxième état que moi je vais définir comme étant l'état au survol. Donc ce deuxième état, je vais l'appeler propriété 1 égale variant 2. Alors attention sur ça, puisque c'est ce qui apparaît ici, propriété 1 variant 2, ou propriété, ça c'est un variant, ou alors sur défaut, propriété 1 défaut. D'accord? Donc c'est ici que on va pouvoir, alors pour l'instant on va pas toucher ça, on va laisser comme ceci parce que je veux simplifier au maximum, donc on va garder les noms tels qu'ils sont, et je vais créer l'état au survol de ce bouton. Alors à l'état normal on a un texte, alors vous pouvez toujours ouvrir les éléments qui composent les variants, donc je vais sélectionner le fond du premier bouton, il était fond bleu, le texte on va le mettre en blanc, voilà, et ensuite au variant, eh bien nous allons changer l'état du fond, donc dans le variant 2, on clique sur le fond, et là on va remplir avec une couleur par exemple violette. Voilà, et je vais également changer dans le variant 2 la couleur du texte, je vais la mettre à blanc, voilà, comme ceci. Donc là maintenant on a créé un composant mère, c'est-à-dire c'est un composant principal, c'est une matrice. Pour comprendre comment fonctionne Figma, cette matrice là, on va la sortir du cadre et on va la garder toujours, on ne va pas la supprimer, c'est notre bouton principal. Si je veux utiliser ce bouton dans ma mise en page, quand j'aurai fait mes différentes sections, etc., je devrais aller dans Assets, à côté, et là j'ai les composants locaux qui apparaissent dans la fenêtre, et je vais pouvoir créer autant d'instances de ce bouton que je le souhaite. C'est comme ça que ça marche sur Figma. En tout cas, c'est comme ça que ça permet d'être le plus souple possible. Donc je crée finalement des instances de mon bouton principal. On va le voir parce que si je reviens dans mon bouton principal, ici, bouton principal, et que je modifie la taille du background, enfin de la couleur de fond de mon bouton, ce qui va se passer, c'est que ça va changer la couleur de fond dans toutes les instances. Donc c'est bien, l'instance c'est finalement une représentation, un lien vers le bouton principal. Vous allez voir qu'on peut aussi créer des propriétés locales, c'est-à-dire modifier localement les boutons, tout en préservant les propriétés globales. En tout cas, celles qu'on n'aura pas modifiées seront préservées, et celles qu'on aura modifiées, on pourra les modifier. Par exemple, je peux, lorsque j'ai créé, alors je vais en créer juste 3, lorsque j'ai créé 3 boutons, je peux tout à fait changer les textes. Hein, je peux faire ici, par exemple, accueil. Ensuite, je peux faire service, par exemple. Ici, je peux faire contact. Et là, on voit le premier problème qui apparaît, c'est que comme on a mis un texte statique, la taille du bouton ne se change pas. Donc ça, on va devoir aussi le gérer. Je vais vous montrer comment faire juste après. Donc là, vous voyez, on a modifié le texte, la propriété du texte, des attributs du texte du bouton principal. Mais en fait, changer le texte, on peut le faire. Et on garde toujours, si j'ai dans l'état standard, si je modifie la couleur de fond, vous allez voir que la propriété principale est maintenue. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça veut dire que
On va pouvoir définir ici des comportements, des animations qui seront retenus pour chacun des boutons, tout en ayant la possibilité, peut-être temporairement, soit de changer la couleur du fond, puisque temporairement je peux aller sur l'instance dans le fond et je peux modifier sa couleur. Si je fais ça, et bien à ce moment-là, uniquement l'élément que j'aurai sélectionné aura la propriété modifiée. Donc c'est très intéressant. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc je vais supprimer ces instances et je vais retourner sur mon bouton principal de façon à, entre les deux états que j'ai créés dans mon bouton principal, pouvoir avoir une animation au survol de la souris. Alors pour pouvoir faire ceci, je vais modifier dans le variant 2, c'est-à-dire le variant que je vais prendre comme étant le variant au survol du bouton, je vais aller sur le fond et modifier la couleur du fond. Donc on va passer par exemple sur une couleur un peu plus foncée. Voilà. Donc là c'est fait. Donc j'ai bien mes deux variants. Maintenant ce qui va me rester à faire dans ce bouton principal, c'est d'établir les règles qui vont permettre à Figma de savoir quand passer d'un état à l'autre. Ces règles-là, je vais les trouver en sélectionnant mon composant, ici, un bouton principal, et en allant sur l'onglet Prototype, le deuxième onglet, dans l'interface à droite de l'écran. Dans ce prototype, ici, j'ai les interactions. Donc l'idée, ça va être de sélectionner, et vous voyez, lorsque je survole l'un ou l'autre des différents variants, c'est-à-dire l'état principal ou le variant au survol de mon bouton, j'ai un petit rond qui apparaît avec un petit signe plus, une icône plus à l'intérieur, qui va me permettre de relier les éléments entre eux. Donc globalement, lorsque je vais effectuer un passage de ma souris sur l'élément, sur le premier élément, je veux que ce soit le deuxième élément qui s'affiche au lieu du premier. Donc je vais relier, en cliquant sur le premier élément et en le reliant au deuxième, ici, comme ceci, je vais avoir une fenêtre qui apparaît, donc une interaction est créée, et dans cette fenêtre-là, je vais simplement devoir gérer l'événement qui va déclencher le passage du premier au deuxième, et ensuite quel événement va être déclenché. Donc je le refais. Donc je reviens sur mon bouton principal, donc là je vais supprimer l'élément, je clique sur le premier, là je supprime l'élément, je clique sur le premier état, je prends le plus, je relie les deux boutons, voilà c'est fait, et là je vais dire que, alors non pas au clic, mais alors en anglais au survol se dit while hovering, donc au survol, while hovering, je vais changer l'état du bouton principal et je vais sélectionner le variant 2. Donc il le prend par défaut puisqu'il n'y a qu'un seul variant. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, j'ai relié donc l'état 1 à l'état 2, et j'ai noté l'événement qui va déclencher le passage de l'un à l'autre. Les autres paramètres vont être des paramètres d'animation, c'est-à-dire est-ce que le passage de l'un à l'autre va être instantané, ou alors est-ce qu'il va y avoir un dissolve par exemple, est-ce qu'il va y avoir une animation particulière. Donc là, ça va me permettre de choisir en fait quel est le type, alors aussi bien en termes de vitesse qu'en termes d'événements, qui vont me permettre de passer de l'état 1 à l'état 2. Donc là, je vais faire par exemple un Smart Animate. Voilà. Donc le Smart Animate, c'est en fait, il va lui-même choisir, il va mapper les différents layers des différents variants de façon à me proposer une animation qui respecte l'ordre des layers. Alors, pour faire simple, pour l'instant, on va faire Instant, donc on va passer instantanément de l'un à l'autre. Alors, si maintenant je veux prévisualiser ce bouton, eh bien je vais aller dans Assets et je vais mettre une instance de ce bouton sur mon cadre de travail. MacBook 14 Pro, je vais mettre une instance ici. Voilà. Et pour prévisualiser ce bouton, eh bien il me suffit de sélectionner le frame, très important, et d'aller dans ici Present pour lancer l'animation. Alors attention, il y a une chose à faire peut-être qui sera mal setée, donc on va le vérifier. Il faut être sûr que le layer sur lequel il va proposer l'animation soit un MacBook 14 Pro dans notre cas précis, puisque vous avez vu que lorsqu'on sélectionne dans Design un frame, on a plusieurs tailles de frame ici, donc il faut simplement s'assurer que le frame de prévisualisation est le même que le frame de travail. Comment le faire? Bien, vous désélectionnez tous les éléments,
vous allez dans prototype, et là vous allez avoir le device, hein, l'élément qui va être pris, et d'ailleurs on vous le montre au-dessous ici, il y en a beaucoup à l'intérieur. Assurez-vous d'avoir le même que celui sur lequel vous avez travaillé, donc MacBook Pro 14, et ici MacBook Pro 14, donc ça c'est bon. Je peux maintenant donc sélectionner mon frame, et cliquer sur la flèche, de manière à demander à Figma de lancer le calcul du bouton, et vous allez voir que si je ne me suis pas trompé, et bien voilà, lorsque l'on passe sur le bouton, on a le bouton qui réagit, donc on a prototypé le bouton. Alors maintenant, nous allons voir la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire on va voir comment gérer des layouts automatiques de façon à ce que l'on puisse changer la taille du texte qui est à l'intérieur du bouton et que ça fonctionne. Donc là, je vous remontre le principe. Si dans cette mise en page, je prends une instance du bouton que j'appelle accueil, donc je double-clique sur le texte, accueil, que j'en prends une deuxième instance de ce bouton, et là, je vais mettre un texte beaucoup plus long, donc je vais mettre nos services par exemple, on va voir que ce qui va se passer, c'est que la taille du frame autour du cadre est une taille fixe, que donc en fait le texte étant plus long que la surface statique qui lui est réservée, eh bien le texte passe à la ligne. Donc on va voir comment gérer ça. Alors pour ce faire, on va retourner sur notre bouton de base, ici. On va reprendre, alors je vais reprendre depuis zéro, comme ça fera un deuxième entraînement, hein. Je vais le refaire. Donc je dessine un bouton, comme ceci. Je mets un fond de couleur à mon bouton. On va reprendre un fond un petit peu violet, comme ceci. Je fais un arrondi sur les angles sur mon bouton. Je mets par-dessus un texte. Donc texte, voilà, ça c'est juste un texte de travail, puisqu'on a vu qu'on allait les surcharger dans les instances. Je mets le texte au-dessus, je suis bien en lato, en 32 points, donc ça c'est bien. La couleur de mon texte, je vais le faire comme ceci. Et là maintenant, la différence, c'est que je vais sélectionner les deux éléments et je vais créer ce qu'on appelle un auto-layout dans Figma, c'est-à-dire une mise en page automatique. Donc je crée auto-layout. Alors ça change pas grand-chose à l'écran, il s'est rien passé, mais on va inspecter un petit peu ce qui se passe. Et là on voit que dans la partie auto layout, ici sur la droite de l'écran, on a d'abord une direction, on a une direction verticale et horizontale, et on a un point d'accroche. Ce point d'accroche, c'est finalement quel est le point que Figma va prendre en considération pour réaliser une mise en page automatique. On voit que par défaut, le point d'accroche est en haut à gauche, hein, par définition. Alors on va le voir, vous allez comprendre très simplement ce que ça veut dire. Si j'essaye d'augmenter la taille de mon bouton de fond, en fait vous allez voir que le texte ne bouge pas. Donc il est bien accroché en haut à gauche. Par contre, si je bouge le point haut à gauche de mon bouton, il suit bien. Donc ça veut dire qu'on est bien contraint par le point supérieur gauche du fond de mon bouton. Si je change et que je fais par exemple un point d'accroche en haut, au milieu, on va voir que le bouton va se déplacer et restera toujours maintenant en haut et centré sur mon bouton en horizontal. Donc vous avez compris, nous allons faire nous centré, et là en fait le bouton va rester centré dans son conteneur, le texte va rester centré dans son conteneur, quelle que soit la taille du bouton. Donc ça, on a réalisé un auto layout. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner cet auto layout, on va en créer un composant. Donc là voilà, hein, on va appeler ça bouton principal comme tout à l'heure. Bouton principal. Ensuite, nous allons sélectionner ce composant, on va lui ajouter une propriété, un variant. On va créer un deuxième variant. Le deuxième, donc le variant numéro 2, qui est l'état au survol, on va changer la couleur du bouton. Donc on va faire sur le variant ici, le fil, on va le passer à bleu, un peu plus bleuté, comme ceci. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va relier les deux. Donc on passe sur l'onglet Prototype. On sélectionne l'élément. Donc ensuite, on va relier donc les éléments. Alors on retourne sur Layer. On va prendre le variant
numéro 1. On survole, on est en mode prototype. On va relier les deux éléments entre eux. Donc on a les interaction details qui apparaissent. Ce n'est pas onClick, c'est while hovering. Et là, on va changer la propriété 1, donc qui est l'état du bouton en fait, au variant 2, qui est celui qu'on a créé ici. Là c'est bon. Ça je laisse comme ceci. On peut essayer faire un dissolve. Alors le dissolve, ça va mettre un certain temps pour passer de l'un à l'autre, exactement 300 millisecondes. On peut modifier cette valeur. On pourrait faire 150 millisecondes, et ça c'est la vitesse à laquelle on va passer d'un état à l'autre. C'est surtout l'équation qui gère le mouvement. Est-ce que c'est linéaire? Est-ce qu'on va ralentir au début, ralentir à la fin? On a plusieurs types de transitions, donc on va faire slow par exemple, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je le répète, je garde mon bouton principal toujours sur ma surface quelque part parce que c'est ma matrice. Pour l'utiliser, je vais dans les assets, je prends mon bouton. Alors, c'est un petit peu pareil que tout à l'heure, la seule différence c'est que maintenant en fait, on a un bouton qui, théoriquement, on va pouvoir changer le texte dedans. Donc là, si j'ai, par exemple ici, accueil, et ici, j'ai découvrez nos services. Alors, j'ai pas contraint le fond, par contre on voit que au niveau du texte ça marche, donc là maintenant on n'a plus de rupture par rapport au fond. Alors il faut juste que je mette une contrainte entre le fond et le texte lui-même. Voilà, donc si je modifie donc le texte de mon bouton de accueil à nos services, on va voir qu'on a un lien maintenant entre le fond du bouton et le texte restera toujours centré, quelle que soit sa longueur. Donc si je découvrais nos services, donc là c'est parfait, donc là ça marche très bien. Donc là j'annule, hop, donc j'ai créé un deuxième bouton, service. Alors ensuite en fait c'est tout simplement pour relier les deux états. Donc on prend le premier, on le relie au deuxième, comme ceci. Alors il ne faut pas se tromper, on va prendre le premier, on va le relier au deuxième, while hovering. Alors attention, si vous avez mixed, ça veut dire qu'il y a un souci, donc il faut prendre le premier état et le relier au deuxième. Voilà, while hovering, change to, ici. Donc une petite astuce si jamais vous avez des soucis pour relier les états entre eux, comme j'en ai actuellement un petit peu, soit vous passez directement par ici sur le plan de travail en cliquant sur la petite flèche bleue, mais ce qui est plus simple c'est dans la fenêtre des layers sur la gauche, vous cliquez sur le variant de base ici, ensuite vous ajoutez une nouvelle interaction et vous gérez directement d'ici l'interaction, c'est-à-dire tant que on fera while hovering, vous faites change to, et là vous faites variant 2. Voilà, donc comme ça il vous crée directement la flèche, c'est plus simple. C'est ici que vous risquez d'avoir des problèmes parce que si on se trompe, ça va cumuler les différentes interactions et ça ne marchera pas. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à lancer le prototypage et j'ai bien mes deux boutons qui réagissent parfaitement. Donc on a modélisé un bouton avec des contraintes sur l'auto layout d'une manière alors qui est au début il faut s'entraîner parce que c'est pas forcément évident, mais voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design.